Alors, je vous propose dans cette vidéo de continuer et finir le module 4. Donc, nous allons faire un point rapide sur le terpnos logos, que nous avons déjà vu par ailleurs. Donc, le terpnos logos, c'est la façon verbale qui est basée sur la persuasion, le ton harmonieux, la voix douce et monocorde, avec lequel le sophrologue va conduire sa sophronisation pour emmener son sujet au niveau sophroliminal, donc en état modifié de conscience. Le terpnos logos est donc l'outil principal du sophrologue. Le terpnos logos permet au sujet de passer d'une conscience ordinaire vers une conscience sophroliminale. Il est composé donc du ton de la voix, du rythme, du volume, de l'intonation, avec l'accentuation de certains mots, du choix des mots, des silences, des répétitions et surtout de l'intentionnalité que nous allons mettre dans notre voix. C'est pour ça que nous vous déconseillons tout le temps de lire un texte. Mais par contre, vous devez le faire en vous connectant à la personne qui est en face. Et du coup, vous allez vous calquer sur lui. Vous allez calquer votre respiration sur sa respiration avec une synchronisation qui va s'opérer. Et le but, c'est que le sujet va se synchroniser également à un moment à vous et vous allez pouvoir ralentir et calmer votre respiration. Donc, pensez toujours à l'intentionnalité, à vouloir englober la personne en voulant la réassurer. Faites attention, on parle toujours trop vite. Donc il faut bien laisser à l'interlocuteur le temps d'enregistrer mentalement l'idée qui se trouve derrière le mot. Le silence fait partie intégrante du discours. C'est un phénomène d'approfondissement nécessaire et indispensable. Donc, pour affiner et trouver votre terpnos logos, entraînez-vous à blanc sur des séances, puis enregistrez-vous et écoutez-vous. Et vous allez comme ça, au bout d'un moment, trouver votre équilibre, trouver votre propre terpnos logos. On continue sur la sophronisation. Donc, la sophronisation, c'est le processus qui va emmener la personne au niveau sophroliminal. Il existe deux façons de procéder à une sophronisation, avec les méthodes passives, ce que nous sommes en train d'apprendre, et les méthodes actives, donc les relaxations dynamiques, que nous aborderons au module 6. La sophronisation passe donc par de la relaxation physique et mentale. Pour conduire notre sophronisation, nous allons reprendre la trame de la relaxation que nous avons vue au précédent module, et ça devient votre sophronisation. Donc votre sophronisation passive aura toujours ce cadre-là: respiration fusible que nous allons voir juste après, relaxation physique, relaxation mentale. On va même arrêter de parler de relaxation physique ou relaxation mentale en sophronisation. On va parler d'induction physique et d'induction mentale. L'induction mentale est très importante et fait partie intégrante de la sophronisation. C'est-à-dire que si vous avez un travail spécifique à effectuer avec votre sujet, une visualisation à faire par exemple après, mais dans le cadre d'un travail, eh bien elle se fera après l'induction mentale. L'induction mentale est toujours présente et sert à emmener le lâcher-prise, à détendre le physique. Les fusibles. Donc nous avons vu dans la relaxation la protection contre le bruit. Nous passons dans le registre maintenant de la sophrologie, et cette protection contre le bruit devient des fusibles. Les fusibles, ce sont des garde-fous, des suggestions protectrices qu'on va proposer à notre sujet en début de séance. On va les placer donc en tout début de séance, donc notre sujet sera en état de conscience ordinaire, et il pourra s'en servir, et ça agira au niveau sophroliminal. Donc dans les fusibles, on va poser plusieurs, on reprend notre protection contre le bruit, et on va également poser un fusible sur le contenu. Nous ne sommes pas à l'abri de faire une suggestion qui ne serait pas adaptée et adaptable à notre client, et donc on doit lui dire qu'il est possible pour lui de ne pas exécuter ce qu'on va lui dire. On peut lui dire à ce moment-là qu'il garde son libre arbitre durant toute la séance. J'aime bien dire également à mes clients qu'ils peuvent bouger s'ils ont besoin, que c'est leur moment à eux et qu'il n'y a aucun problème.
Ça évite d'avoir des gens, par exemple, qui ont envie de se gratter, qui n'osent pas bouger, et qui vont être focalisés sur ça toute la séance, et qui risquent de passer à côté simplement parce qu'ils n'ont pas osé venir se gratter le visage, par exemple. Donc, le fusible, c'est un garde-fou. On a la protection contre le bruit. On a le contenu, donc une mise en garde contre nos suggestions si elles ne sont pas adaptées. Et on a le libre arbitre. Si jamais vous proposez des séances via Skype, eh bien, vous devez poser un fusible spécifique à la connexion Skype. Si jamais vous perdez votre connexion Internet ou si la connexion devenait mauvaise. On a également dans les fusibles, on peut poser ou rappeler plutôt le signaling. Le signaling est une technique utilisée pour communiquer grâce à des mouvements. Donc pour communiquer avec votre client, même quand il est au niveau sophroliminal, vous avez deux options. Vous pouvez lui parler et donc il va vous répondre. Bien entendu, le fait de parler, eh bien, ça va le faire remonter un petit peu dans un état de conscience ordinaire. Alors, on peut utiliser le signaling, c'est un code qu'on va mettre en place avec lui. Vous levez tel doigt, c'est oui, tel doigt, c'est non. Vous levez la main droite, vous levez la main gauche. Bref, c'est à mettre à placer dans l'anamnèse et un rappel pendant la sophronisation. Essayez de trouver vos propres fusibles et utilisez toujours les mêmes, parce que le risque, c'est de plus se rappeler ce qu'on a mis en place avec le client quand on enchaîne ensuite plusieurs séances. Par exemple, moi, c'est toujours la main droite en l'air, c'est oui et tout va bien. La main gauche, c'est non et il y a un problème où je ressens du stress. On a également donc la désophronisation. La désophronisation, eh bien, c'est le retour qu'on avait en relaxation qui change simplement de nom, qui permet progressivement de remettre du dynamisme à la personne. N'hésitez pas, pendant votre désophronisation, à proposer des suggestions cadeaux. Des suggestions de bien-être, de dynamisme par exemple, et des suggestions aussi qui vont faire que la personne va garder tout l'intérêt de la séance que vous venez de proposer. Donc la désophronisation est tout le temps quelque chose qu'on propose qui est obligatoire après notre séance. Arrivons au dialogue post-sophronique. Le dialogue post-sophronique, c'est un temps d'échange. C'est une verbalisation des sensations. C'est en clair, client, comment est-ce que tu as vécu, comment s'est passée cette séance de sophronisation. Éventuellement, le client nous fera part des éventuels phénomènes qui auraient pu apparaître à sa conscience. Donc c'est un moment très important. C'est le moment où vous allez également, vous, sophrologue, effectuer votre évaluation. Votre évaluation, l'évaluation de votre séance. Est-ce que l'objectif que vous êtes fixé en faisant cette séance est atteint ou pas? Ça vous permettra de réajuster les séances futures et de proposer également des tâches d'interséance pour venir combler ou accentuer ceux qui auraient besoin de l'être. Le dialogue post-sophronique permet également de faire des prises de conscience et permet d'emmener une autonomisation de notre sophronisé. Donc, reprenons le schéma type d'une sophronisation passive. Nous ne voulons que des sophronisations rentrant et respectant ce cadre-là. Après, vous avez la liberté d'être à l'intérieur. À l'intérieur de ce cadre-là, vous avez la liberté d'exprimer votre créativité, mais une sophronisation doit toujours respecter ce schéma-là. Donc, la respiration, tout commence toujours en sophrologie par une bonne respiration et apprendre au client à avoir une respiration complète. Ensuite, nous posons les fusibles, donc nos garde-fous. Nous avons l'induction physique. Donc, on va détendre toutes les parties du corps. Nous avons ensuite l'induction mentale, qui emmène le lâcher-prise mental, qui va mettre le psychisme au repos et qui va permettre une descente de plus en plus profonde. On a ensuite l'activation intrasophronique. Ce sera les techniques qu'on va mettre en place, techniques que vous verrez dès le module suivant. Arrive ensuite la désophronisation, le retour progressif.
le dialogue post-sophronique, donc le temps d'échange qu'on a avec notre sujet, et la prescription de tâches. En sophrologie, la prescription de tâches est très importante si on veut rendre notre sujet autonome. La prescription de tâches va comporter 2 volets. Vous avez les tâches purement sophroniques, donc vous allez renforcer la séance que vous venez de faire et éventuellement préparer la séance suivante. Donc c'est son entraînement. Au plus on va lui proposer d'aller au niveau sophroliminal et au plus il ira plus vite, plus profondément. Et vous avez également un rôle de coach à ce moment dans la prescription de tâches, c'est de proposer une mise en action progressive de votre sujet. Le but, c'est qu'il passe à l'action durant votre prise en charge. Donc on va lui proposer un entraînement sophronique et une mise en action des petits défis qu'il devra relever pour se mettre progressivement en action et devenir autonome. Le but de la sophrologie, et encore plus de la sophrologie psychocomportementale, est que le sujet se passe de nous le plus rapidement possible. Un petit point sur la motivation, qui est l'élément central pour le client de sa prise en charge. Donc, pour parler de motivation, nous ne pouvons pas le faire sans parler de la pyramide de Maslow. Donc, c'est une théorie de la motivation qu'il a élaborée dans les années 40. La pyramide de Maslow, eh bien, comme les niveaux logiques, va avoir différents niveaux, différents degrés. Et on part du principe que pour passer au niveau au-dessus, en fait, il faut qu'on ait comblé tous les besoins de notre niveau. Donc, on a les besoins physiologiques, manger, dormir, boire, respirer. Quand j'arrive à combler tout ça, je peux passer au-dessus avec mon besoin de sécurité, puis mon besoin d'appartenance et mon besoin affectif, mon besoin d'estime et mon besoin de m'accomplir. Ce qui est très important à prendre en compte pour nous dans la motivation, c'est qu'on a 2 types de motivation. Une motivation intrinsèque signifie que l'on pratique une activité pour le plaisir et la satisfaction que l'on en retire nous-mêmes. Par exemple, je joue au golf parce que j'aime ça. Et une motivation extrinsèque signifie que l'on pratique une activité dans l'intention d'obtenir une conséquence qui se trouve en dehors de l'activité elle-même. Je joue au golf car je veux pouvoir intégrer dans mon milieu professionnel où tout se discute sur les terrains de golf. C'est pareil pour nous. Est-ce que je viens consulter un sophrologue parce que j'ai envie de changer, j'ai envie d'accéder à ce changement, ou est-ce que je viens consulter pour faire plaisir à mon épouse? Et là, bien entendu, ma motivation ne sera pas la même. Les indicateurs de motivation, eh bien, ça va être le choix. Donc, le sujet, la personne, choisit de continuer son apprentissage, choisit de faire les efforts, choisit de travailler. La persévérance, la maîtrise des concepts prend habituellement du temps, et une personne motivée va consacrer le temps nécessaire pour compléter son apprentissage. Alors qu'une personne démotivée va abandonner lorsque l'effort demandé sera trop important pour elle. On le voit par exemple très bien dans la formation. Dans la formation, un parcours de formation, c'est jamais linéaire. Vous avez des hauts, vous avez des bas, vous avez des moments qui sont plus difficiles que d'autres. Et les personnes qui ont une motivation intrinsèque, du coup, eh bien, quand elles vont se retrouver en difficulté, elles vont prendre plus de temps pour comprendre, pour apprendre. Elles vont prendre plus de cours avec le formateur. Elles vont essayer de passer ce cap-là. Alors que les personnes qui n'avaient pas une réelle motivation à la base, eh bien, ça va être le moment où elles vont mettre ça de côté, elles vont plutôt aller faire des activités, elles vont trouver mille et une bonnes raisons de ne plus avoir le temps de continuer sa formation, et puis au final, elle laissera tomber puisque ça lui demandera trop d'efforts. L'engagement cognitif, donc qui est en lien, se définit comme la qualité, le degré d'effort mental lors de l'accomplissement des tâches. L'attention, la concentration, eh bien, si ça ne m'intéresse pas, je vais avoir du mal à me concentrer, je vais avoir du mal à retenir. Et enfin, la performance, on ne parle pas ici de résultats en tant que tel, mais de la progression de notre implication, et donc du coup les résultats automatiques qui arriveront à ce moment-là avec.
développer sa motivation, attention, on ne motive pas quelqu'un. Hein, la motivation doit venir de la personne. Donc on peut la connecter à sa motivation, mais nous on ne donne pas de motivation, ça marche pas. Donc la motivation n'est pas un concept flou, c'est un concept que nous avons en nous et que nous maîtrisons. Nous choisissons finalement d'être motivés ou pas. Pour gérer notre motivation, eh bien, il est important d'identifier notre objectif à court terme et à long terme. Et là, on revient sur l'anamnèse et l'importance de la détermination de l'objectif. Avoir un objectif concret, temporel, permet de garder, d'entretenir la motivation. Il faut ensuite alimenter notre sentiment de compétence, prendre en compte dans le principe de réalité objective de ce qu'on a acquis au fur et à mesure du chemin. Prendre les apprentissages comme un défi, donc se donner le droit de l'erreur. On voit ça également en formation, les stagiaires qui ne veulent pas se tromper. Ils veulent tellement faire tout bien que finalement ils ont un stress là, une tension permanente et qui dessert leur performance. C'est en formation que vous allez vous tromper, c'est le moment pour ça. C'est en vous trompant que vous allez mieux comprendre parce que le formateur va vous accompagner. Et la motivation vient après l'action. C'est-à-dire qu'il faut un moment se mettre en action et puis c'est ce qui va entretenir, continuer ce roulis et ces cercles vicieux. Je me mets en action, donc je deviens plus motivé. Comme je suis encore plus motivé, je rentre plus dans l'action et ainsi de suite. Voilà pour cette dernière partie du module 4. Merci.